Droit de l'homme, c'est qu'on s'est relé. La maillot pour ti moun fonte. Après des 100 ans, ça réglé. Nèg vle fen konnen soleil, c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Une bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté. Pour parler de la bataille de Vertières, nous, aujourd'hui, comme on disait toujours, Bolsuc, non, qui vit dans la diaspora, on a aujourd'hui cette obligation, parce qu'on dit toujours chaque génération doit être capable d'affronter les réalités, les responsabilités ses responsabilités en réalité, c'est-à-dire les réalités de sa génération. Donc nous, on doit être en mesure de faire le nécessaire. Il faut qu'on fait tout ce qui est possible pour récupérer la souveraineté de notre pays. Donc on ne peut pas commémorer la bataille de Vertières avec ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Pour moi, même quand on parle de ça, c'est une honte. C'est une honte pour voir dans un pays qui a fait cette histoire-là, qui a l'histoire, que le monde entier nous en veut pour notre histoire. Mais même dans ces moments-là, même à cette date précise, les gens qui sont armés là-bas n'ont pas un peu d'humanité de faire une trêve pour le peuple, même à cette date-là. C'est comme si on perd tout ce qui est moralité, tout ce qui est humain en nous. On se respecte pas du tout les dates, les moments importants de ce pays. On marche sur tout, on crache sur tout. Donc, franchement, et c'est plus que grave ce qui est en train de passer aujourd'hui. Nos ancêtres qui se sont unis pour révolter, pour mettre fin à ce système esclavagiste, nous aujourd'hui on s'entretue, on ne peut pas même dire, on fait une pause pendant la bataille de Vertières, pendant cette date, on va honorer nos ancêtres, on fait la paix, on donne le peuple la chance de fêter cette bataille-là tranquille. Non! Nous, on nous massacre nous-mêmes. On prend des armes, des munitions de nos ennemis, on se massacre nous-mêmes. Donc, où sont nos valeurs? Où sont ces valeurs-là? Où est l'humanité? Où est la moralité? Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, mémoriser, honorer la bataille de Vertières, c'est une honte aujourd'hui pour nous. Pour nos ancêtres. Ils sont en train de se mordre les doigts. Ils se tournent, ils s'énervent dans leur tombeau. Ils ne sont pas en paix quand ils regardent ce qu'on fait, ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc, on a vraiment des engagements. Sur cela, il faut vraiment qu'on arrive à organiser nos idées. Et le peu qu'on peut, on met tout ensemble, on s'unisse pour vraiment prendre une décision. Parce que si nous, on ne fait rien, nos enfants, nos petits-enfants, la génération qui va venir dans 50 ans, ils vont faire quoi? Ils vont trouver un pays complètement effondré, encore pire que ce qu'on vit actuellement. Je répète ça toujours, mais je vais le répéter. Nos ancêtres ont profité de la géopolitique mondiale. Toussaint Louverture a profité. Dessalines a profité. Même quand Bonaparte allait envoyer ses militaires en Haïti pour essayer de rétablir l'esclavage, ils étaient en train de communiquer avec les Américains pour leur donner de l'information parce qu'il y avait un problème, dans la géopolitique, il y avait le conflit d'intérêts. Les États-Unis voulaient
voulait pas que les Français récupèrent Saint-Domingue parce qu'ils savaient, après avoir récupéré Saint-Domingue, ils allaient directement du côté des États-Unis. Ils allaient récupérer surtout toutes les parties qu'ils voulaient récupérer aux États-Unis parce que l'objectif de Bonaparte, c'était construire, c'était d'avoir son empire où le soleil ne se couchera jamais. Toute l'Amérique, tous les États-Unis, ils veulent le récupérer. Donc, nos ancêtres ont profité de la géopolitique mondiale, de ce déchirement des empires esclavagistes et européens pour faire cette bataille-là. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est à la hauteur de profiter de cela? Les mêmes événements se produisent, mais on est impuissant. On est complètement impuissant, il n'y a pas de volonté de puissance en nous. On ne peut rien faire, on reste, on regarde. Franchement, c'est grave. C'est grave. À tel point qu'on est impuissant, c'est parce que, sur ce point-là, on a perdu la connexion avec nos ancêtres. Donc, comme on sait, un peuple, tous les peuples du monde, pour se révolter, pour faire une révolution, il faut avoir la connexion avec les ancêtres. Mais nous, on est complètement déconnectés avec les nôtres. Après l'indépendance, après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, personne ne pouvait répéter le nom de Dessalines en Haïti pendant plus que 50 ans. Donc, aujourd'hui, oui, certes, on peut beau dire oui, Dessalines, mais l'histoire est complètement changée, est complètement biaisée. Ils nous ont enseigné des choses qui n'ont rien à voir avec Jean-Jacques Dessalines. Quand on nous dit oui, Dessalines pas de l'ouest blanc maintenant, mais c'est du n'importe quoi. Dessalines ne faisait pas une guerre raciale. Dessalines faisait une guerre pour l'égalité, pour la dignité humaine. Donc nous, aujourd'hui, moi c'est là que je me base, c'est ça que je veux entendre. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça l'objectif, c'est ça notre détermination. On doit nous focaliser sur ça, prendre une décision pour honorer ce que nos ancêtres ont fait et pour perdurer l'histoire de nos ancêtres et pour faire la grandeur de ce peuple-là, le peuple haïtien, le peuple africain. Parce que la guerre de l'indépendance, la bataille de Vertières n'était pas une bataille entre les Noirs et les Blancs, non, c'était la bataille de la dignité, des valeurs humaines, de la justice, c'était la bataille où l'Africain honorait à ses ancêtres, l'Africain reprenait sa volonté de puissance. Ça, c'est le point de vue de notre côté à nous. Mais du côté colon, lui, c'est clairement racial. Tout à fait. Tout Donc à fait. pour eux, c'est une guerre raciale. Pour nous, Tout c'est à une fait. guerre humaniste, mais pour eux, c'est une guerre raciale. Donc après, Absolument, ma chère. ça va dépendre de là où on se place. Enfin, et après aussi, ça va dépendre aussi des points. Pour moi, ça dépend des points de vue. Ça dépend des points de vue. Et même actuellement, en fait, ça dépend toujours des points de vue. Puisque en soi, même si on a accepté beaucoup de blancs qui sont joints à nous, mais en soi, on se battait aussi contre les blancs, en fait. C'est peut-être une vision simpliste, mais c'est ce qui Je est. vais vous dire pourquoi, ma sœur. Moi, je suis contre cette position. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ceux qui se sont alliés à cette logique-là, de présenter cette bataille-là comme une bataille raciale, c'est dans la logique de manière subtile à identifier l'empereur comme étant un raciste. Okay. Et c'est ça la vision finale. Donc, c'est ce que le blanc, le néocolon veut intégrer dans la tête des anciens esclaves ou encore de nous qui avons hérité de cette bataille-là. C'est ce qu'ils veulent intégrer dans notre tête pour démoniser, pour bestialiser, pour rendre animal l'empereur. OK? Moi, j'ai une vision plus extrapolée de cette situation parce que j'ai entendu des discours pareils. Pas plus loin que là, et au Canada, j'ai entendu et directement
des gens qualifiaient l'empereur comme étant un raciste, qu'il voulait tuer tous les Blancs. Mais qui faisait ce discours? C'est les néocolons. Et C'est des Blancs. C'est des Blancs et qui arrivent à intégrer cette vision-là dans la tête de certains aliénés et pour les obliger à répéter la même histoire que l'empereur était un raciste. Alors que c'est faux, c'est archi faux. L'empereur offrait la terre d'Haïti à toute personne qui était sous l'emprise de la colonisation et de l'esclavagisme partout dans le monde. Il a même offert aux États-Unis d'acheter les esclaves. Et n'oublions pas que aussi aux États-Unis, il y avait des esclaves blancs. Donc, lui, il avait proposé d'acheter tous les esclaves. Toute personne Tu sais quoi? opprimée arrivée sur la terre d'Haïti Je était pense qu'on n'a pas été, automatiquement libre. je pense qu'on n'a pas été raciste, c'est ça le problème. On aurait dû l'être. Absolument pas. On aurait dû Absolument être, pas. non, on aurait dû être raciste. Bon, voilà, ma soeur. On aurait dû être. Si on Parce l'était, on au l'aurait final, assumé. non, au final, si défendre sa maison, défendre son foyer, c'est être raciste, mais soyons racistes. Moi, Bon, voilà, personnellement, justement. toute Moi, personne qui me dit je suis franchement, raciste, je dis merci beaucoup, on merci en pile, hein. Voilà. Si raciste se résume à À défendre mes terres, défendre mes je suis terres, raciste. ah bon, oui, d'accord. Donc, Bon, je c'est pour ça que j'ai pas de mal à dire c'était racial. C'est lui qui va me dire que l'empereur était raciste. Ben, ok, tout comme le tien. Deux voilà. racistes ont fait la guerre, le meilleur a gagné, basta. Donc, tu vois, ou pas? Je sais que c'est dangereux ce que je dis. Mais, je sais pas si tu vois Et mon en point de fait, vue, ma soeur. moi, Aïda. oui, je vois. En fait, si- toi, tu te mets dans la tête de ceux d'en face. Sauf que nous, Ouais. on veut pas se mettre dans leur tête. Voilà. À toi, j'ai l'impression que ça te Bon, fait laissez mal. parler Marie un Oui. peu, hein. C'est la famille. Oui, là. justement. Je suis laisse, pardon. C'est moi qui a mis tout le monde dans ce... Voilà. Marie, faut avoir les cardio dans mon Oui, mais panel. alors hein. moi, je vais être en total décalage en fait hein, avec le discours. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup laissé parler parce que déjà moi je te remercie hein, Nive-Laure pour ce live et pour le fait que tu nous permettes de commémorer ce moment. Parce qu'on se doit de le faire, hein. On se doit de le faire, chaque Haïtien se doit de le faire. Mais moi, j'ai pris beaucoup de recul. Hein. J'ai pris beaucoup de recul avec Haïti depuis un petit bout de temps. Et depuis exactement le décès de notre président, de notre président Jovenel Moïse, depuis lors, hein, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé et j'ai décidé de prendre du recul. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a énormément de choses que je ne comprends pas. Et donc, je suis passée à autre chose. J'ai décidé de vivre ma vie. Mais là, en fait, j'y reviens par rapport à ce qui se passe actuellement en Haïti. Je sais que tout à l'heure, tu as dû recadrer un petit peu le live en disant c'est pas trop le moment de dire qu'est-ce que chacun doit faire, qu'est-ce que chacun va faire. C'est pas le moment de pointer du doigt un tel ou un tel autre pour dire qu'est-ce que tu comptes faire, parce que déjà chacun peut se responsabiliser, hein, c'est sûr. Donc c'est vrai que j'étais un peu gênée aussi de venir et de m'exprimer parce que c'est un peu ce que moi je veux faire. Dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu beaucoup d'Haïtiens dire que ils ont peur, ils ont peur de perdre leur logement. Ils ont peur de perdre leur vie, en fait. Moi, je me divertissais hein, sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est trop dur. Hein. C'est juste trop dur, ça me fait trop mal. Moi, j'ai eu la chance d'être partie d'Haïti. C'est une sacrée chance. Je sais même pas comment ça se fait, comment mes parents en sont arrivés à là, je sais pas. Mais ça aurait pu être moi, en fait, là-bas. Ça aurait pu être moi. J'aurais pu être piégée et puis attendre comme ça, comme beaucoup d'autres, que l'avancée se fasse vers moi. J'aurais pu.
Et je me dis que c'est pas possible qu'on reste assis là, en fait, et qu'on regarde les choses se faire, et, et puis, euh, et puis c'est tout. Donc moi, en fait, j'ai contacté quelques associations, en fait, pour voir s'il y avait des choses qui étaient en cours sur si on pouvait s'il y a il y avait des connexions, s'il y avait des idées. Et non, ça n'a pas trop bougé. On m'a expliqué qu'il y avait énormément d'associations dans la communauté haïtienne, beaucoup d'associations, peut-être trop d'associations, ce qui fait que ça n'avance pas trop, en fait. Ça n'avance pas trop. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes des millions à l'étranger. Et je me dis que si ces millions, en fait, peut-être on pourrait peut-être faire pression, en fait, ça se dit peut-être pas, mais en fait, il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. On pourrait peut-être faire pression sur l'État haïtien, je sais pas, faire pression sur l'État haïtien pour que, en fait, pour que ça s'arrête, en fait. Pour que ça s'arrête, je sais pas à quel niveau, on peut être une force économique, En fait, on peut être Nina, une force de... Oui, tout à l'heure, quand je disais au monsieur, c'était pas le sujet, c'est parce que je voulais axer le live uniquement sur la bataille la de bataille de Vertières, en fait. Vertières. Parce Oui, que nous, on en fait, enfin, comme on en fait déjà pas mal sur ce type de propos, tu as oui, Boussu qui est là, qui est sur le terrain, qui est dans des assos, Souveraino c'est dans des assos, Soy Misty, elle fait un travail, parce qu'il n'y a pas que des Haïtiens en Haïti, il y a des Haïtiens dans d'autres pays. Elle oui, intervient beaucoup sur la communauté hispanique. En fait, c'est pour ça que j'avais dit aux gens, on va se centrer sur la bataille de Vertières oui, parce que bien sûr. on en passe, je sais pas combien d'heures est-ce qu'on a parlé des stratégies bullshit. Je sais même pas. Je sais pas, Donc, j'avais fait aucun live pour Euh, te dire. je sais que ouais, tu viens d'arriver, on c'est a pour fait ça. ton premier live, on parlait de ça, de la C'est situation ça. C'est parce que actuelle. tu viens On a d'arriver. fait un Donc, autre live. On a fait mais que ça, en fait. Au moins, Nivlor, quand elle ouvre un live, moi, je viens, tu vois, et on a fait que ça. Sincèrement, elle fait des lives sur la situation actuelle. Il y a aussi eu, elle a même convaincu Obosso pour qu'il fasse un live de grande amplitude sur la on a eu un situation. panel toute une journée avec plus de 1000 participants. Bref, franchement, je crois que tout à l'heure, je t'avais dit, en termes de solutions, chacun à notre niveau, on essaye de faire ce qu'on peut faire. Mais franchement, Boussu, je sais pas si tu as des réponses. Moi, je suis désarmée à ce niveau-là, hein. Franchement, je suis grave désarmée. Lui, il peut t'expliquer, hein. Peut-être Lui, il a... Boulchuk pourra mieux t'expliquer que nous. Oui. Parce que, voilà, quoi. Je te Donc, rends du le coup, micro, frère. vous faites toujours des lives Ouais. sur ce sujet, hein, parce que peut-être Et elle fait que souvent c'est peut-être les lives sur ce sujet que je devrais intégrer, puisque Laure, elle fait des plus que lives. d'autres. Elle fait des lives sur le sujet. Ça, je peux te le dire parce que moi, j'en suis témoin. Elle en fait, elle en a fait plus de deux, quoi. Parce que ça fait pas longtemps qu'elle ouvre des lives, en fait. Et chez Femme Bleue aussi, à un moment donné, l'année passée, on n'a fait que ça. Bon, le panel que Laure, elle est en train de faire de la bataille de Vertières. Moi, je l'ai fait en 2022 et l'année Oui. passée avec Femme Bleue. D'accord? Et voilà. Il fait lui confiance. Tu dois la suivre. Elle a même un podcast. Crois-moi que fais-lui confiance. Nevlo, je t'ai entendu faire référence à moi. C'était pour quelle question déjà? Oui, mais Soy, c'est ma famille, hein, c'est ma cousine, un commentaire. T'inquiète pas. Oui, en fait, je disais à Boussu que tu peux lui expliquer à peu près ce que toi tu fais comme action. Parce qu'en fait, elle m'avait posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait rien? Je lui ai dit, si, il y a plein de gens qui font plein de choses. Au lieu de vouloir créer des choses, moi, j'invite les gens à intégrer ce qui se fait déjà Ok. pour donner de la force à ce qui se fait déjà. C'est pour ça que je lui ai parlé de ce que fait la Sœur Femme Bleue. Elle travaille actuellement sur mise en place d'une organisation. Il y a une autre sœur qui s'appelle Ingrid. On a la sœur Toya. Il y a Je toi suis en aussi qui fait relation des avec choses. elle. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là font des choses. Et je pense qu'il est plus intéressant d'aller apporter notre pierre à l'édifice que de vouloir creuser le sol et commencer une nouvelle fondation. Je ne sais pas ce que tu en penses dessus.
Et je partage tout à fait cet avis-là. Et le fait déjà, je pense que c'est la sœur Maylene qui a mentionné ça aussi, qu'il y avait un peu trop d'organisation. Exactement. Et moi, pour ma part, depuis déjà peut-être 8 ans, je suis coordonnateur de 2 organisations. Les deux sont basées en Haïti. Il y en a une qui est basée ici, aux États-Unis, et qui a aussi une succursale en Haïti. Et il y a une organisation Combit Laouzé, avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années. Au moment où je vivais en Haïti, on faisait des distributions de vêtements, des distributions de nourriture, et puis on assistait aussi des enfants dans les rues à les réintégrer. On faisait des travaux de réinsertion familiale des enfants en domesticité et les ramener dans leur famille qui la plupart du temps se retrouvaient et dans certaines provinces. Et vous savez qu'en Haïti, on a une sorte de néo-esclavagisme qui s'appelle le Restavek. Oui. Donc, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille là-dessus. À un certain moment, je faisais du bénévolat avec. Et c'était aussi à un autre moment, dans un autre cadre, avec des organisations internationales. Et puis là, pour l'instant, je travaille avec Children of Light Inc., que vous pouvez vérifier. On vient d'installer le website. C'est aussi des organisations on a effectué beaucoup de travail au niveau d'assistance scolaire pour des enfants. Et là, maintenant, on essaie de joindre des fonds, de trouver des fonds pour des cliniques mobiles et puis des cliniques stables. Bon, on avait envisagé d'établir une petite clinique dans la région une région un petit peu dans le nord de Port-au-Prince, mais par rapport aux situations politiques, c'était quasiment impossible. J'ai l'espace déjà et il suffit simplement de construire la clinique. Bon, maintenant, c'est quasiment impossible parce que la zone est complètement récupérée par les terroristes. Donc, sur le plan humanitaire, moi personnellement, j'ai participé depuis peut-être plus d'une quinzaine d'années dans ce travail-là, dans ce domaine-là, et on essaie encore de retrouver, de récupérer d'autres camarades et compatriotes qui peuvent aussi nous allier à nous et nous aider à nous porter main forte à l'élaboration et l'exécution de nos projets. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Et là, encore sur les lives, on fait aussi un travail de conscientisation. Maintenant, le fait déjà qu'on est un peu éparpillé un peu partout à travers le monde, on est plutôt entre les États-Unis, le Canada, la France, il y a un certain nombre aussi, et dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes, donc on n'est pas resté les bras croisés. Il y en a beaucoup dans Oui, l'Amérique oui, c'est latine. ça. Donc, on a seulement besoin de nous consolider et tous ensemble et de faire Besoin d'une de main forte. connexion, besoin de publicité. Tout à fait, tout à fait. Mais de mon côté, on a surtout besoin de ressources financières parce que c'est des projets qui sont déjà établis. Il nous reste simplement qu'à passer à l'action et tout est déjà en place. Ce qui était déjà préparé pour Port-au-Prince est mis en veilleuse par rapport au fait qu'on sait déjà la situation sociopolitique à Port-au-Prince est quasiment inaccessible. Donc, rien ne peut être fait. Donc, du coup, en fait, le problème de votre association, c'est bien sûr, le terrain n'est pas disponible, bien sûr, mais il y a le côté financier, en fait, aussi, si je comprends bien. Oui, c'est aussi un grand handicap parce que l'enjeu est grand actuellement là à Port-au-Prince parce qu'on avait envisagé d'attaquer le secteur, enfin, c'est un secteur qui m'est très cher, que je tiens beaucoup qui me tient beaucoup à cœur, c'est les enfants des rues. C'est ceux avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'est sûr, il faut travailler parce que c'est eux aussi qui tombent ce sont eux les futurs bandits, en fait. Tout à fait. Et j'ai travaillé avec un enfant, et je me rappelle, c'était en 98-99, un petit bonhomme qui était dans les rues. Et puis, un peu plus tard, j'ai essayé de le récupérer, le placer dans un orphelinat. Et puis, il n'était pas resté, il est parti. Là maintenant, je ne suis pas si sûr. Mais ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il a rejoint
l'un des... D'accord. Voilà, vous pouvez imaginer. Ouais, j'imagine. Donc, c'est des manques de main-d'œuvre, carence de main-d'œuvre, carence de volonté, bien entendu, de nos compatriotes. Et bien entendu, je peux comprendre qu'il y a un problème de sensibilisation qui n'est pas fait de leur côté, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui seraient intéressés à nous porter main forte, mais Oui, ils ne sont pas informés. Donc, on mais fait à aussi un l'aide des travail de réseaux, sensibilisation sur les réseaux sociaux. les Vas-y, ma chère. réseaux sociaux, et puis on sait où les Haïtiens se trouvent en grande population. Moi, moi qui vis, je vis quelque part à l'étranger, je sais où trouver ma communauté en fait. Je sais où la trouver. Si c'est pour les sensibiliser, si c'est pour les faire la publicité, moi je peux le faire en fait. Et je pense on a besoin en fait de publicité parce que on a besoin de publicité pour que les choses peuvent être menées à bout, hein, pour que les projets puissent vraiment aboutir et, euh, et qu'on termine avec ces problèmes haïtiens en fait, avec ce problème. Ce qui arrive, c'est que notre cas est un petit peu particulier et comme probablement vous avez pu en entendre parler et par rapport à cette histoire de chasse aux sorcières en République dominicaine, il y a toute une politique qui est menée à l'échelle internationale contre nous et pour des raisons que on sait tous. Et il y a vraiment une crise en République dominicaine contre les Haïtiens. Et dans la capitale, c'est-à-dire on les repousse de la capitale vers l'extérieur, arrivé à l'extérieur, on les refoule encore. Et tout à l'heure, et si tu as pu remarquer, ma soeur Nivelor, et mon téléphone avait coupé parce que j'ai reçu un appel directement de ma mère qui ne savait pas où aller. Parce qu'à un certain moment, et on chassait les gangs voulaient prendre la zone là où elle est. Donc, elle a dû se réfugier dans un autre quartier à quelques kilomètres de là, chez une sœur, une tante à moi. Donc là, maintenant, cette zone-là, à cet instant précis, est en train d'être mise à feu, à cendre, par les bandits. Donc, elle a dû réaménager encore chez elle. Sous les risques, on sait déjà que à n'importe quel moment, ce qui pourrait se passer. Donc, ça, c'est une situation typique de nos compatriotes. À Port-au-Prince, particulièrement, c'est une sorte de va-et-vient. La population ne sait pas vraiment où se donner la tête. Et en parlant identifier nos compatriotes à l'étranger, bien entendu, on le sait. Mais les crises sont énormes. Et récemment, vous n'êtes pas sans savoir que le président des États-Unis avait lancé une campagne comment dire, de refoulement aussi, et c'est surtout avec cette histoire de mouvement que les Haïtiens mangent les chats aussi, et ils se servent aussi des populations noires lorsque ils veulent atteindre leurs objectifs. Donc, on est malheureusement la cible de toute cette clique de monstres. Et donc, il faut quand même savoir où toucher la plaie. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? J'ai pas bien compris, hein. Pardon. oui, récemment, ça fait peut-être quelques semaines, donc, pour étendre sa campagne politique, sa campagne électorale, le président avait déclenché une histoire de Haïtiens qui mangeaient des chats. Ah oui, bien sûr. Vous avez certainement entendu parler. Oui, j'ai entendu. Aussi, qui a éveillé toute une haine de cette communauté-là contre mes compatriotes. OK? Donc, ça c'est un peu stigmatisé et les Haïtiens. Et puis, en République dominicaine, c'est quasiment la même chose. Donc, c'est encore pire parce qu'ils tuent mes compatriotes. Ils tuent mes compatriotes et c'est par unité, c'est par des dizaines. La plupart de ces massacres-là ne sont pas reportés parce qu'ils s'assurent en République dominicaine qu'il n'y ait pas de journalistes pour pouvoir reporter ces genres de choses-là. C'est des gens qui sont victimes ou qui ont pu s'en échapper, qui rapportent ces choses-là sur les social media. Et excusez-moi, dans la mesure
de ce qui a le droit d'être dit comme ça en public. Est-ce que vous savez pourquoi l'État haïtien a refusé l'aide du Salvador? Je vais vous répondre. L'État haïtien n'a pas refusé l'aide du Salvador parce qu'il n'y a pas d'État haïtien. C'est-à-dire sur le plan gouvernemental, il n'y en a pas. Il n'y a pas un gouvernement qui représente l'État haïtien. Ceux qui sont là au pouvoir, ce sont des marionnettes, ce sont des bouffons de l'Occident. Okay, qui travaillent pour eux et pour la plupart d'entre eux détiennent des documents étrangers, c'est-à-dire qui ne sont même pas des Haïtiens, c'est-à-dire c'est des étrangers qui occupent des fonctions officielles au gouvernement haïtien, donc qui sont à la botte et au service des rapaces internationaux. Exactement, bravo. Donc ça se comprend. Et moi, j'allais te demander, Bolsoy, tu ne connais, il n'y a aucun politicien, quelqu'un qui a plus ou moins un discours, tu vois, aucun opposant, Voilà. quelqu'un qui a plus ou moins un discours à la Ibrahim Traoré, parce que la solution serait une personne comme lui à enfermer le pays, signer des accords avec un autre État plus puissant qui va vous donner des armes assez, vous recréer votre police, vous sécuriser les frontières, surtout la fermer avec République dominicaine, parce que comme toi-même t'as dit, et comme on le sait tous, ceux qui sont qui sont vraiment à jour de l'actualité géopolitico-haïtienne, c'est que les armes entrent par la République dominicaine. Tu Et vois? ma sœur, est-ce que tu sais que c'est ce qui a coûté la vie à notre président, Oui, je sais. cette tentative-là? Oui, Récemment, nous avions une sœur, Madame Dupuis, que vous certainement vous devez connaître, vous avez dû voir, qui s'était mis au devant de la scène pour défendre la maltraitance de nos compatriotes en République dominicaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été mise à côté. Donc, on l'a révoquée automatiquement parce elle a pu prendre. Je vais vous faire quelques approches. Madame Dupuis, à plusieurs reprises, a dénoncé le comportement hideux et malsain de ceux qui se disent amis d'Haïti par rapport aux aides qu'ils avaient proposées pour peut-être rétablir la stabilité que eux, ils avaient déstabilisée. Donc, par rapport au discours de Madame Dupuis et spécifiquement à ce qui se passe en République dominicaine, j'ai cru entendre, je ne suis pas assez sûr, mais j'ai cru entendre de plus d'un que c'est le président dominicain même en personne qui avait demandé la révocation de Madame Dupuis, ce qui a été fait quelques semaines plus tard. Donc, elle n'occupe plus sa fonction. Plus tard, le Premier ministre, qui aussi est aussi l'un de leurs serviteurs, a fait une tentative dans son discours d'identifier la problématique par rapport aux aides et au soutien que eux, les rapaces, avaient promis au gouvernement haïtien. Et ils n'ont pas Bolsoy, honoré. est-ce que ces gens-là, deux petites secondes, c'est aussi une question. Est-ce que ces gens-là savent que l'aide qu'ils proposent ou l'argent qu'ils proposent donner à Haïti, c'est l'argent d'Haïti? D'accord? Parce que tu sais toi-même que moi, quand j'étais en 2011 là-bas, les récollectes que les gens ils avaient fait, tu sais que cet argent, il est confisqué, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Tu sais que c'est eux-mêmes qui ont l'argent, n'est-ce pas? En fait, ce qu'ils s'arrangent à faire, c'est d'utiliser nos ressources, nos maigres ressources, pour financer les prétendues aides qu'ils vont nous donner. C'est-à-dire que je vais vous aider, mais je vais vous aider avec votre propre moyen.
Donc, il n'y a Oui, aucune aide en réalité. Et embargo. encore, c'est de l'exploitation parce que et sur le plan de ressources humaines, les Mhm. personnes qui vont être sélectionnées pour apporter ces aides-là ne seront pas des Haïtiens. Exact. Voyez-vous? Exact, exact. Donc, c'est du pillage ouvert, c'est du mascarade d'exploitation moderne à ciel ouvert. Donc, c'est pas un secret. Ce dont je parle là, c'est pas un secret pour personne. OK? Le Premier ministre lui-même a été faire des demandes d'achat d'armes pour renforcer la police haïtienne. Et tout de suite après, le gouvernement américain a établi un embargo général Oui, d'armes sur Haïti. oui. Voilà. Donc, c'est pas tes complots. Il crée le problème, il propose la solution et Ils proposent leur solution. et il continue à acculer comme des termites à l'intérieur. C'est ça la chose. Mais si on trouve un bon patriote, hein, sincèrement, en fait, hein, c'est compliqué la chose. S'il y avait un candidat, là, Ibrahim Traoré, tout le monde serait avec lui, on l'aurait protégé. Les réseaux sociaux, les gens qui te disent que ouais, les réseaux sociaux, mensonge, c'est puissant. Et on le voit de jour à jour que toi, ce que toi tu vas dire, tu ne sais pas si tu es fiché S. Nivoleur ne sait pas si elle est fichée S. Pourquoi? Parce que c'est puissant. C'est pour ça qu'il restreint des lives. C'est pour ça que certaines personnes sont bannies. C'est pour ça qu'ils savent ce qu'ils font. Tu vois? Ouais. Je sais que Tu te rappelles que pendant les élections législatives en France, le compte il a été banni pour appel à la haine raciale. voilà. Donc, on connaît déjà. Je sais peut-être, je sais pas, J'ai dit, peut-être. on ton est tous compte, catalogués, on est tous tu vois? classés, c'est bon. Moi, je me suis déjà fait à l'idée, hein. Oui, oui, parce que Ça va trop vite. le Et chat heureusement, de j'ai pas de crédit à faire, donc ça va. Le shadow ban, voilà. là, Oui, non. oui, le chat de balle, parce que toi, si je te cherche pas, il y a un moment là où tes publications m'apparaissaient. D'accord? Je dois dire que je le suis, mais il y a Je sais, rien je suis qui shadow ban, m'apparaît. on m'a restreint, je sais. Tu On m'a vois? Et là, restreint. dernièrement, je ne les vois pas. Je vois plus tes publications. À un moment donné, j'ai arrêté de liker parce que ça ne me passe même pas. Dana, je lui suis, ça ne passe pas. Parce que peut-être elle met des trucs sur Haïti, ça ne passe pas. Donc, ça, je ne le vois pas. Le souverain, je ne le vois pas. Donc, il y a une vraie guerre, ouais, il y a une guerre de communication, et aujourd'hui, la guerre de communication, elle est aussi sur le terrain que sur les réseaux sociaux, hein. C'est aussi sur le terrain, parce que les gens qui prennent ça à la légère, si c'était pas le cas, pourquoi les hommes d'État passeraient autant de temps à travailler leur image sur les réseaux sociaux si cette guerre n'était pas aussi sur les réseaux sociaux? C'est ça, Entre-temps, en je sais fait. que ma réponse un peu éclairer les Bien lanternes sûr. de ma sœur, Maëlyn. Oui, pardon, excuse-moi. Je ne sais pas si j'ai Oui, pu oui, oui, brocher oui, ou j'ai répondre à votre question. beaucoup d'informations. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Ça n'empêche que je ne vois pas par où. Faut pas partir des réseaux sociaux. Ton peuple a besoin de toi. Faut pas t'éclipser. On sait que c'est compliqué, hein, mais ça n'a pas été facile. Tes ancêtres ont passé des années, des siècles et des siècles. Et après la bataille de Vertières, ça a pris aussi des années. D'accord? Donc, faut pas t'éclipser. Faut pas. Faut être là pour eux. Oui, ça fait mal, mais on est là pour ça. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Moi, Le je peu vois. que, je dirais comme Soy Misty, le peu que vous puissiez apporter, ma sœur, comme soutien à la bataille, c'est beaucoup. Ça doit être, ça, c'est beaucoup parce que déjà votre présence ici, c'est quelque chose. Votre voix ici, c'est quelque chose. Votre participation à nos débats, c'est quelque chose. Je pense que ça, c'est ainsi que nous pouvons quand même commencer par établir les différents paramètres pour la nouvelle révolution. Ça, c'est important. Moi, je pense que Vas-y. la diaspora, le poids de la diaspora peut faire quelque chose. Beaucoup de choses. Parce qu'on est- C'est beaucoup de choses. Ça, j'en suis sûr. Nous ne sommes pas directement dans le pays, hein. On craint beaucoup moins de choses
que ceux qui sont sous la main des bandits. On a la possibilité de collecter des fonds. Chacun à son niveau, mais tous un peu, en fait, on peut collecter. Il y a les réseaux sociaux, la publicité, elle est possible. Moi, de mon côté, je sais où trouver les Haïtiens. De là où je suis, je sais, même si je ne suis pas tout le temps connecté, je ne suis pas physiquement connecté à eux, mais si je le veux, de mon côté, je le peux. Maintenant, de la même manière que je peux ici, je peux expliquer à ceux qui sont du côté du Canada et des États-Unis comment, si ça pas exactement comment se connecter comment se connecter et quoi demander à ces Haïtiens-là pour qu'on puisse tous se mettre ensemble. Moi, je peux leur expliquer comment en fait le faire. Mais Vous savez quoi? Il y a de cela quelques temps, je ne sais pas, probablement Nivlor et Soy Misty pourraient s'en souvenir. Et aussi notre frère le souverainiste, il y a de cela quelques temps, peut-être le mois dernier ou plus, que j'ai présenté un plan global de développement à long terme sur un planogramme que j'écris, que je travaille depuis peut-être quelques 4 ou 5 ans et qui pourrait être le point de départ d'un ouf, si je peux appeler ça comme ça, et pour la population haïtienne. Mais moi, je suis directement concerné par ce qui se passe actuellement là à Port-au-Prince. Je suis directement concerné parce que c'est là où vit toute ma famille. Toute ma famille. J'ai un enfant de 10 ans là-bas. J'ai une vieille dame de 84 ans qui est aveugle et vit seule. 20 ans avant ce jour-là, le 24 de ce mois-là, va ramener les 20 ans de l'assassinat de mon seul et unique frère. Donc, et sans parler d'autres compatriotes avec qui j'ai grandi. Donc, je suis directement, et c'est comme dire, je suis en plein dans le mille. Donc, c'est pour ça que je mène cette bataille-là. C'est pour ça que je soutiens et j'encourage, j'invite d'autres compatriotes à s'engager dans cette campagne de sensibilisation. Entre-temps, je ne sais pas si tu permets, ma sœur, comme moi je le fais, comment dire, c'est ma petite touche de revitalisation, de connexion avec l'esprit patriotique haïtien. Je souhaiterais partager ce morceau-là avec vous. Bien longtemps n'a poussé en loi, loi mentale qui pour dire fierté nous, dignité pour tout frère nous yo, dignité pour toute une nation, même aspiration, même devise, même croyance. Ça y est, les paysans, ça y est, les prolétaires, ça y est, même ces grands nègres, nous tous ces mêmes enfants, yo, petits messieurs, petits, yo, nègres yo qu'avancez là, nègres yo qu'avancez là. Si oubliez hypocrisie, si vous voulez détruire jalousie, pour y construire un pays, bâtir en nation, sous chemin développement. Un pays qui a glité, un pays qui a chanté, un pays qui a marché, chercher vérité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie à chacun de vous, ma chère Marilyn. Et c'est la toute première fois qu'on se retrouve sur un panel. J'espère profondément que ce ne sera pas la dernière fois. Et puis, j'espère qu'à travers ce morceau-là, nous avons pu, comment dire, nous retrouver spirituellement et nous reconnecter avec nos ancêtres, avec notre âme d'Haïtien, notre esprit patriotique. Et Nivlor, si tu es là. Yes, merci à toi. Je suis désolée, je suis en train de faire un petit ondion. C'est pour ça.
Oui, merci, merci à toi Merci. d'avoir pris la main. Euh, alors, merci pour la chanson. Ouais, Je fais très belle souvent ça, chanson, hein. merci. Un plaisir. C'est important une petite pause musicale parce que très vite on a la tête qui chauffe là et les sujets qu'on aborde sont des sujets très complexes. Et d'ailleurs, je parle de mieux en mieux depuis ce matin. Donc c'est bien que je parle. Ah bah Que oui, ce c'est matin, non? entraînant. Bonne C'est nouvelle. entraînant. Je parle de mieux en mieux. Faut reprendre la gymnastique. Je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup. Et Pas de souci. j'espère tous rediscuter avec vous sur un autre live. Voilà. Et Pas alors, de problème, suivez-nous, t'es ma la soeur, bienvenue. suivez-nous. Merci Euh, beaucoup, Nivlore. Nivlore. T'es la bienvenue. À bientôt. D'accord, Bisous. bonne journée à vous. Ouais. Bye bye, Nivlore. Oui, parlons des femmes. Vertière, parlons des femmes. Je vous écoute. Ben, moi, Libre j'ai antenne. étudié à Gautier, Mino, Toya. Si on peut parler d'elle, ça serait bien. Merci. Bon, moi, je vais pas rester simplement sur Toria, mais je vais parler exactement un peu plus du rôle de la femme dans les colonies. Selon le paradigme occidental, hein, eux, ils prenaient les femmes dans les colonies hein, comme une espèce de créature. La femme était là pour leur servir et pour donner naissance. C'est pas sans raison qu'ils pratiquaient l'élevage des êtres humains. Donc, une fois que la petite fille entre 10 à 12 ans a eu ses premières règles, hein, eux, ils les prenaient, hein, ils les mettaient dans un endroit où tout le monde y passe hein, pour créer, pour faire l'élevage des êtres humains. Mais nous, non, c'est pour ça moi je dis tout le temps qu'on avait eu, malgré hein, l'étape, malgré qu'ils nous réduisaient en bien meubles, on avait eu plus de moralité que ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, hein, on est plus humain qu'eux. C'est à cause de ça aussi que nos ancêtres, hein, malgré qu'ils réduisaient les femmes en des objets de création, de procréer, on a eu des guerrières hein, parmi nos femmes, parmi nos ancêtres. Hein. Et nos mamans étaient les plus dures avec les colons. L'une des choses qui me blesse aujourd'hui, c'est quand je vois nos sœurs avec ces gens-là, bois de sous, bois de ça, bref. Pendant que nos mamans hein, pouvaient même pas les regarder, hein, nos mamans les voyaient comme des espèces qui venaient, je sais pas moi, d'autres planètes. Comme si ces gens-là étaient tellement cruels pour nos mamans, ils n'étaient pas des humains. Donc, c'est pour cette raison-là que nos guerrières femmes étaient les plus dures, les plus féroces envers eux. C'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Dessalines, qui est le père de la nation haïtienne, donc il a été formé par une guerrière. Hein? Il a été formé par la guerrière que aujourd'hui toutes les femmes noires devraient se voir comme elle. Parce que cette femme-là, c'est l'une des plus braves qu'on a eues dans l'histoire de notre pays. Et pour aller plus loin, même avant Haïti, pour parler de l'Afrique, hein, on sait bien que l'histoire de l'Afrique a eu aussi des braves, hein, des guerrières solides, des femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, hein, et encore plus récemment, après la colonisation, beaucoup de femmes ont marqué l'histoire de l'humanité. Il y a Henrietta Lacks, hein, et ses cellules jusqu'à aujourd'hui est encore vivante hein, dans les laboratoires occidentaux. Et chaque femme noire porte les gènes d'Henrietta Lacks. Et aujourd'hui, même ces espèces esclavagistes-là, ils ont encore Henrietta Lacks en eux parce que c'est grâce à Henrietta Lacks qu'ils ont fabriqué plein de vaccins contre le cancer, contre plein de maladies pour sauver leur propre vie. Donc, ces gens-là vivent de nous. Vie de la femme noire, de l'homme noir. Ils nous bouffent de l'énergie, ils nous bouffent les cellules, ils nous bouffent de l'ADN, ils bouffent nos sangs, ils bouffent nos courages, nos forces. Donc, c'est grâce à nous qu'ils veulent ou pas
qu'ils existent, qu'ils vivent et le jour que nous, on s'en débarrasse, qu'on dit qu'on en a marre, ces gens-là, ils vont se réduire, ils vont s'exterminer, ils vont disparaître le jour que les Noirs se dispersent, les Noirs les écartent, les éloignent, le jour que le Noir refuse de vivre avec ces gens-là, refuse de partager des choses avec ces gens-là. C'est pour ça, nous, on doit connaître notre histoire, on doit honorer les femmes noires, on doit les valoriser, parce que la femme noire, c'est la matrice de l'humanité. Waouh. Et moi, bon, t'as raison, il n'y a pas que la Godje. Moi, je voulais glorifier celles qui empoisonnaient les maîtres dans les maisons, celles qui mettaient leur vie en péril pour élaborer des stratagèmes pour empoisonner les ennemis. D'accord? Elles aussi, elles ont apporté beaucoup. Je me trompe, Nive Blanc? Merci. Non, pas du tout, hein, parce que c'est vrai qu'on a les noms et on a celles dont on n'a pas les noms. Et on sait que les marronnes, elles étaient mais, des forts stratèges. Il en a parlé au début, Bossu, de ces femmes, de tout ce qu'elles mettaient en place comme stratégie pour, euh, pour pouvoir permettre aux marrons de pouvoir survivre. Et en Haïti, ça vient de là, hein, le système de carrefour. En Haïti, on appelle ça les carrefours ou en carrefour, carrefour à sens giratoire, hein, c'est pas la même chose. En Haïti, il y a une peur des carrefours parce que ils ont mystifié la chose et l'Église catholique en a bien joué son rôle pour faire en sorte que cette peur des gens, pas traverser carrefour, la nuit, il faut pas aller dans les carrefours, etc. En fait, c'est un rituel qui vient depuis l'esclavage, depuis le marronnage, où en fait les femmes, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles allumaient une baleine dans les carrefours. C'était pour donner des repères en fait aux marrons. Et dans ces mêmes carrefours, on a vu, j'ai vu ça via Jean-Fils Aimé, il nous a expliqué que dans ces carrefours, en fait, elles faisaient des petites, elles enroulaient des petits morceaux de restes de manger et tout ça pour mettre dans ces carrefours-là. Et comme ça, ça leur servait c'est une forme de parcours, en fait. C'est une forme de parcours. Et comme ça, on savait que, qui était passé ou pas. Et quand le marron passait, en fait, il éteignait le feu. C'était vraiment le signe d'eux, ils sont passés par là déjà. Ou s'il y avait un danger, etc. Eux, ils savaient déjà si cette baleine n'est pas allumée et qu'il fallait pas s'approcher parce qu'il y avait danger. Donc, il y a plein de stratégies dont ces femmes ont été derrière aussi, les hommes également, mais beaucoup les femmes ont été derrière. Et comme tu as parlé, effectivement, l'empoisonnement, bah, en fait, c'était les femmes qui étaient des cuisinières, qui étaient les nourricières, etc., qui mettaient en place toutes ces stratégies-là. Donc oui, je confirme tes dires, Soy Mystique. Merci beaucoup du détail et de savoir à quoi ça a apporté de nos jours leurs actions. En plus, même après l'empoisonnement et dans les sociétés secrètes, je sais pas, Nivlor, si tu as lu le livre Les sociétés secrètes de l'imaginaire à l'ordinaire. Dans ce livre, ils expliquent que les femmes jouaient un rôle extrêmement important dans les sociétés secrètes, hein. Donc, leurs habits, hein, leurs mouchoirs chez nous. Donc, c'est pour cette raison, moi, je crois, hein, bon, moi, je le dis souvent, hein, moi, je crois, euh, tout ce que nous, on est aujourd'hui, les Noirs, hein, ça vient de cet détachement-là avec notre identité. Parce que si on regarde toutes les révolutions, hein, la révolution qui était passée, qui se faisait en Haïti, hein, chez nous là, on était complètement ancré dans la spiritualité. L'homme et la femme noire étaient unis, hein, dans le vaudou. Donc aujourd'hui, on est complètement dispersé. La femme qui est l'être plus énergétique, hein, que nous, les hommes, hein, malheureusement. Vous, les femmes, vous êtes plus énergétiques. Vous donnez aujourd'hui vos énergies dans des églises.
Ok? C'est vous être la mère de l'humanité, mais vous donnez toute votre énergie dans les églises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la femme qui éduque plus l'enfant à la maison. On est d'accord? Donc, quand la femme donne à son enfant une éducation religieuse, une éducation qui est déconnectée de ses ancêtres, donc cet enfant-là, ce petit garçon-là, il va complètement se perdre dans sa spiritualité. Aujourd'hui, on n'a même pas idée, on n'a même pas conscience, on n'a même pas 10% de connaissance de nos ancêtres. Donc moi, tout à l'heure, quand je vous entendais parler de Fort-de-Joux, tout ça, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup ces genres de débats, ces genres de points dans les débats. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'aller visiter Fort-de-Joux, mais je ne veux pas le faire sans m'initier. Voilà. Je ne veux pas le faire sans m'initier parce que je sais très bien que moi, j'ai été grandi à l'église. Comme beaucoup d'entre nous ici, hein, on est complètement déconnecté, on connaît rien. Donc, malheureusement, on doit retourner en arrière hein, pour voir tout ce qu'on a perdu, là où on est vraiment déconnecté avec l'histoire, pour rattraper notre réalité. Mais si on regarde aujourd'hui, si on commence et ce travail-là, donc l'éducation du peuple, l'éducation de la femme, hein, c'est l'éducation du peuple. Quand la masse des femmes d'un pays ont vraiment une éducation ancestrale, donc c'est sûr que ce peuple-là, il va avoir plus de chances d'être connecté à sa spiritualité ancestrale parce que c'est la femme qui passe plus de temps avec les enfants dans cette société occidentale. Et malgré même si l'homme passe du temps avec son enfant, mais la femme a un côté, comment pourrais-je dire, ce côté maternel là, cette façon d'expliquer avec son enfant, de convaincre à son enfant. Ça, c'est plus facile que la femme c'est plus facile que la femme donne cette éducation-là à son enfant plus que l'homme. Moi, je pense que nous, les hommes, on est plus le côté la force. On est plus le côté, comment on pourrait dire, physique. Mais la femme, c'est plus la douceur, va éduquer l'enfant dans la douceur, dans la compréhension, parce que, selon moi, et nous, les hommes, franchement, à 70%, les femmes nous bouffent de tous les sens, que ce soit dans l'intelligence, l'économie, dans plein de choses. Les femmes nous bouffent aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit, si on suit bien les stratèges, hein, les grands stratèges dans le monde, que ce soit la CIA, ce genre d'organisation, ils utilisent plus les femmes hein, quand ils cherchent à faire tomber un homme. Voilà. Ils cherchent plus dans l'entourage de cette personne-là, une femme qui peut arriver. Prenons l'exemple de Jean-Bertrand Aristide. Sa femme est une Américaine, était une Américaine. Prenons le cas de Guy Philippe. Sa femme est américaine. Plein de choses, plein d'exemples. Prenons le cas de Toto Constant. Quand Toto Constant faisait tout ce qu'il faisait en Haïti, sa femme américaine. Donc, on comprend. Donc, la femme, oui, si la femme est ancrée, est éveillée dans sa spiritualité, elle peut changer tout un peuple. Mais la femme, quand l'ennemi utilise la femme contre ses victimes, c'est aussi un danger. Un danger pour ces personnes-là. Nibelor, j'espère que tu vas répondre. J'espère que tu vas répondre. Attends, j'aime pas la bouche. En fait, je suis désolée, mais qui fait l'éducation de cette femme-là? On revient toujours au problème de la société. La société, au jour d'aujourd'hui, elle est patriarcale, d'accord? Et c'est de ça qu'on était en train de lire. La structure de la société, même pendant l'esclavage, la personne qui a dessiné ce schéma familial au jour d'aujourd'hui, c'est le suprémaciste blanc, tu vois?
Et oui, la femme, elle est endormie. Pourquoi? Parce que c'est pas, la femme reçoit cette éducation depuis le suprémacisme. Pareil que l'ouvrier blanc et pareil que l'homme noir, en fait. Précision, soy Misty. J'ai bien dit, hein, la société occidentale. Voilà, c'est bon. Bah, c'est ça. Moi, je suis d'accord, hein, ce que tu dis là. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça, souvent, on dit ça fait un peu les serpents qui se mordent la queue. On dit que c'est un homme qui éduque une femme, on dit que c'est la femme qui éduque l'enfant, sauf qu'il n'y a pas d'homme pour éduquer ces femmes. Comment ces femmes peuvent éduquer des enfants s'il n'y a pas d'homme pour les éduquer? Ah, c'est chargé. Voilà. Au four et puis au chakar. C'est ça, en fait. C'est le schéma. C'est c'est le dessin qui a été dessiné et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'occidental, c'est le paradigme occidental qui nous éduque à tous, d'accord? Et après, dans cette éducation, vu que l'homme noir, c'est celui qui a on lui a donné ce petit privilège. Parce que c'est lui le chef de famille, c'est lui la tête, c'est lui qui a été désigné pour protéger la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, lui, comme chef de famille, il va être frustré parce que la même personne qui lui donne l'éducation, c'est la même personne qui l'empêche d'arriver au sommet, là où cette personne elle est. Parce que cette personne, c'est elle qui contrôle l'éducation. Cette personne aussi, c'est elle qui contrôle, comment on dit, l'économie. Parce que quand tu vas chercher du travail, parce qu'on revient à l'époque de quand la femme noire, elle travaillait dans les maisons, hein? Quand elle travaillait dans les maisons, que c'était elle la nounou, c'était elle en plus, c'était elle, comme l'homme noir avait du mal à trouver du travail à l'époque, je vous rappelle que dans les années 1900, après l'abolition de l'esclavage, l'homme noir avait du mal à trouver un travail, c'était la femme noire qui travaillait parce que la femme noire a toujours travaillé. On nous parle de droit de travail, je ne sais pas quoi là. Non, la femme noire a toujours travaillé, hein, depuis même avant l'esclavage. Mm. En fait, on va éviter d'arriver, parce que Vertières, c'est pas là, on n'est pas encore Oui, 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 oui. dans l'espace. Même déjà, si on reste dans l'espace Vertières, mais les femmes noires étaient dans les champs comme les hommes. Voilà. Donc, la femme noire était masculinisée, Exact. bestialisée, comme les hommes dans les champs parce que on donnait exactement les mêmes tâches À à la faire femme. à la femme, tandis que la femme white, quand elle était dans les champs, on a vu quoi? C'était une punition. C'était qu'elle avait fait un crime, quoi, qu'on l'envoyait dans un champ pour un peu travaux d'intérêt général, tu vois. Tandis que pour la femme noire, c'est son quotidien. Enfin, les femmes des Vertières, les femmes du Bois Caïman, les femmes de l'indépendance. C'est pas les femmes. Si on revient aux années 60, oui, là, on a un autre niveau en termes de hiérarchie sociale et familiale. Sauf qu'à l'époque de l'esclavage, on a vu quoi? C'est que les mariages, déjà, c'était forcé. On imposait le mariage à la femme parce que malgré leur barbarie, ils étaient à fond dans la chrétienté. Donc, il fallait marier les gens comme dit dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On forçait les mariages. Les mariages étaient organisés. Et dans quel but? Parce qu'il fallait toujours continuer à produire encore plus de main-d'œuvre. C'était ça aussi, l'avant-Vertière. Parce que Vertière, ce n'est pas que Vertière, le jour de Vertière. Il y a eu l'avant-Vertière, pendant Vertière, il y a aussi l'après-Vertière. Attends. Et on va Oui. aussi dire que pendant l'époque de l'esclavage, la femme noire, elle souffrait plus parce que celui qu'on appelle le capataz, ça veut dire tout ce truc-là, de que lui, il pouvait choisir. La femme noire, elle subissait pire parce qu'elle subissait du sexisme aussi à l'époque de l'esclavage. Là, je parle de que si elle n'avait pas son mot à dire. On avait donné à l'époque, quand ils ont mis la structure familiale, on avait donné un tout petit peu de privilège. La tête de famille, comme moi j'ai dit, la tête de la famille, c'était l'homme noir. On est d'accord ou pas, Nivelor? Selon ce qu'on a lié un Oui, peu. oui, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est juste parce que j'ai dit, là, on vient sur
post-esclavage, là, on est plus Non, dans la moi je partie parle de l'époque de l'esclavage là. Ok, d'accord. Oui, bien Non, sûr, c'est on a vu. l'époque de Et la femme l'esclavage. noire, en fait, elle était pas libre de son corps, parce que c'était un bien meuble, un objet. Donc, on lui impose un mari, mais ça n'empêchait pas que les gens de la plantation pouvaient s'utiliser de son corps, les fils de la plantation, etc., pouvaient user de son corps quand ils souhaitent, puisque elle était là pour comment dirais-je, elle était là pour répondre au désir bestial, quoi, de ces hommes-là. Donc son corps, on s'en fout en fait, on en fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, je trouve qu'elle Elle avait appartenait raison. entièrement à la plantation. Et en termes de structure familiale, on a vu aussi, ça j'ai surtout entendu chez Jean-Fils Aimé, c'est que quand il y avait un minimum de rapprochement entre deux esclaves, ben, en fait on les séparait pour éviter qu'il y ait vraiment un lien de famille. Et l'enfant qui était né était souvent donné ou vendu. Même les colons, hein, quand ils violaient les femmes, là, ils font des enfants, ils les vendaient, hein, ils les vendaient comme esclaves. Ça se passait plus aux États-Unis chez les puritains, qui se disaient des francs chrétiens, qui portaient pas des mini-jupes, pas de sexe avant le mariage, mais ils violaient les esclaves sur les plantations et ils vendaient, hein, leurs propres enfants comme esclaves. Donc, oui, je suis d'accord, à cette époque, la femme noire était réduite comme un objet, quoi. On va essayer de conclure, comme ça. Merci beaucoup, sincèrement. Merci beaucoup pour ton live. C'était un bon truc. Et à bientôt. Merci. À la base, j'allais juste lancer la vidéo de Jean-Fils Aimé, mais finalement, c'est fini en live. C'est pas mal. En tout cas, merci encore. Merci dans les Bravo. commentaires. Merci à tous pour vos participations. En tout cas, je suis très contente du sujet, du résultat. Je suis très contente de tout ce qui a été dit. Et j'espère qu'on en tirera la leçon de tout cela. Hein. C'est l'objectif, hein, c'est que chacun d'entre nous puisse en tirer leçon. Ok? Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci, Merci. Nive Laurent, pour le travail. Courage, hein. À la prochaine. Merci, Soy Misty. Merci tout le monde. Merci en pile. Bisous. Bye bye. Pour que meurent les rois qu'il avait trafiqués, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.